10 000 codeurs. Accompagner les jeunes sans emploi et les adultes en reconversion vers les métiers du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris. Des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse. La jeunesse d'Afrique, la jeunesse d'Europe, la jeunesse des Caraïbes, la jeunesse de l'océan Indien. Jour après jour, nous construisons un monde porté par la jeunesse qui respecte la femme, qui respecte l'environnement et qui fait du numérique tant un vecteur de progrès de l'humanité qu'une opportunité d'autonomisation. Ce soir, 3e mardi du mois, Business Design. Apprenez à créer non pas des entreprises, mais des marques uniques, empathiques et profitables. Avec les experts de Pinchasa. Vous le savez déjà, vous la reconnaissez, la grande sœur Laetitia Massa, directrice générale Pinchasa. Avec nous ce soir, également le grand frère Maxime Dereux, directeur administratif et financier Pinchasa. Chez Pinchasa, nous avons des experts en business design. Le business design, un des 55 métiers présentés sur les fiches métiers 10 000 codeurs. Le thème de ce soir, business model innovation, le cas IKEA. Comment, même en période d'incertitude, le leader mondial réussit à tirer son épingle du jeu. Quelles sont ses stratégies? Quelle est son histoire? Quelles sont les recettes du succès? Vous apprendrez tout ce soir. Et également, nous parlerons du nouveau passeport, le passeport entrepreneuriat de 10 000 codeurs. Soyez prêts, soyez forts avec Pinchasa, 10 000 codeurs, l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Ah, Corinne, quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussite et pourtant, ça n'a pas toujours été aussi simple pour elle. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée ça. Si, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends? Oh, tu vas où? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. 2 jours plus tard, elle est venue me voir et... Hé, regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme matière ça, dis-moi! C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali, et t'as fait ça toute seule? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, va pas dans les boutiques, crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site, parce qu'en boutique t'auras jamais de place, ça c'est sûr. Mais ouais! Mais c'est trop bien ça! J'y vais! Je parie que dans 3 secondes elle sera de retour. 3, 2, 1... T'as dit créer un site? Mais je m'y connais pas moi en informatique. Tu sais très bien que c'est un truc de mec. L'informatique, un truc de mec. Sacrée Corinne. Bah, tu viens d'où? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne? Ah non, mais ça je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle.
Et le site alors? Tu dis tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié? Non mais t'es totalement has-been, mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique. C'est moi du peu. Je veux pas lui en vouloir. Moctinet.com, l'expert de la transformation digitale. Vous ne rêvez pas, Moctinet, c'est une structure issue de l'accompagnement d'un jeune qui a été formé avec Dimi Coder il y a 4 ans au Cameroun et qui a créé il y a 3 ans au Cameroun sa société Moctinet.com. Vous cherchez un site internet? Moctinet, regardez-le. Il s'appelle Mokhtar Tizé. C'est un entrepreneur camerounais aujourd'hui. Il se développe. Il a créé une SARL de droit camerounais. Il est installé depuis 3 ans. Il a une activité. Il crée des sites internet. Il a sa marque. Alors, la grande question, est-ce que sa marque deviendra un jour comme Ikea? D'un côté, Moctinet. De l'autre côté, Ikea. Bon, d'accord, on va pas tout mélanger. D'accord. On va pas mélanger. Mais la question, est-ce que il peut créer une marque unique, empathique et aussi profitable que Ikea? Ikea, on en parle aujourd'hui avec nos experts de chez Pinchasa. On a eu l'occasion de parler de Disney. On a eu l'occasion de parler de Netflix. On a eu l'occasion de parler de Dell. Et c'est un petit peu comme ça, nous, qu'on propose aux entrepreneurs qui ont déjà acquis des bases d'entrepreneurs et maintenant de passer au niveau supérieur, le business design. Je suis Douglas Mbiandou, président de l'association Dimi Coder, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience en informatique, 5 ans comme salarié, 15 ans comme entrepreneur dans le secteur de la formation professionnelle. J'ai choisi de donner du sens à ma carrière en accompagnant des jeunes sans emploi et des adultes en reconversion vers les métiers et l'entrepreneuriat numérique. Alors, si vous suivez cette chaîne, vous connaissez déjà le passeport numérique. Passeport numérique qui est pour nous un moyen de valider les personnes qui sont déterminées et qui méritent l'accompagnement de Dimi Coder. Ce que vous ne connaissez pas encore, c'est ça. Le passeport numérique, c'est une chose, mais le passeport entrepreneuriat, c'est autre chose. Il y a des personnes qui ont le passeport numérique et qui, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, veulent entreprendre et passer éventuellement à un autre niveau. Et il y a des personnes qui n'ont pas le passeport numérique, mais qui veulent être accompagnées dans l'entrepreneuriat. Passeport numérique, passeport entrepreneurial, ce sont 2 facettes d'une même pièce. Dimi Coder, accompagné vers
l'excellence dans les métiers et dans l'entrepreneuriat. Alors, Mokhtar Tizé, c'est un de nos petits. C'est un de nos petits. Donc, nous aussi, on pousse. Bien sûr, ça fait partie de l'accompagnement. Mais on va se concentrer sur l'essentiel aujourd'hui. On va se parler d'IKEA. Attention avec nous, les experts de Pinchasa sont là. 5, 4, 3, 2, 1, la régie. Ils sont là, les experts de Pinchasa. Je sais qu'ils vous ont manqué. Je sais qu'ils vous ont manqué. Ça, vraiment, on ne va pas se mentir. Je sais qu'ils vous ont manqué. Soyez les bienvenus. Comment vas-tu, Laetitia? Un peu mieux. Un peu Un mieux. peu mieux. Même si on a été tous les deux d'ailleurs, terrassés par le Covid. Mais vraiment, cette affaire-là, terrible. c'était terrible. Hein? C'est terrible. Et le pire dans le Covid, c'est après le Covid. Tu continues à être malade pendant assez longtemps. C'est-à-dire que même quand les médicaments sont là ou que tu as pris, il y a un effet latent derrière. Même quand, oui. Et moi, j'ai attrapé de l'asthme après ça. Donc, c'est très, très étrange. C'est très étrange. Et Maxime? Moi, ça a été. La période Covid n'a pas été très agréable, mais quand ça s'est terminé, ça s'est terminé. D'accord, donc toi, ça s'est topé. Et toi Elisa, ça continue. Elisa, attachée à toi, quoi. Complètement, mais comme tout le monde, très attaché. J'avais un bon business model, il s'est dit, je m'accroche. Il y a du bon ici, là, je vais rester. Alors, les amis, nous sommes ensemble. Et en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie de braver un petit peu, effectivement, cette période difficile, mais pour nous parler d'un nouveau cas de business model innovation, c'est IKEA. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Et peut-être, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, un petit rappel quand même, de ce qu'est Pinchasa. Tout à fait, tout à fait. À force d'avoir des demandes de rappel, on s'est dit, bon, on va leur expliquer. Là, je ne vois pas le partage d'image. Oui, il est là. Ah, ok. Wow. Alors, même si aujourd'hui, on va parler de IKEA, on va rappeler que nous, Pinchasa, on est une agence de design, de stratégie et d'innovation. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as très bien dit au début, on aide les entreprises à être une marque unique, empathique et profitable. Mais ce qu'on aide les entreprises et les institutions à faire, surtout, c'est à devenir une marque à laquelle on dit merci. Oui. Oui, j'ai vu votre site, ça a changé. J'ai vu, le site a changé. Ça évolue et c'est beaucoup plus proche de notre message depuis le début. Une marque à laquelle on dit merci, c'est une marque qui a fait preuve de tellement d'empathie qu'elle a été capable de créer une offre qui nous correspond selon un business model qui est vraiment au point. Et c'est ça qui l'a fait sortir du lot. Et c'est ça qu'on explique depuis plusieurs mois maintenant. Oui. La conséquence d'être une marque à laquelle on dit merci, c'est que côté client, eh bien, ils achètent plus souvent, ils achètent pendant plus longtemps chez ces marques auxquelles ils ont constamment envie de renouveler leur merci. Côté collaborateurs, lorsqu'ils ont envie de dire merci à leur patron, c'est plus simple, ils sont beaucoup plus productifs, moins malades, plus créatifs et plus fidèles aussi. Okay. Et en ce qui concerne les contribuables, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi les institutions. Oui. Lorsque un contribuable a confiance en ses institutions et en son pays, il a tendance à beaucoup moins rechigner à payer l'impôt. Et donc, ça crée des pays beaucoup plus riches grâce à l'argent de leurs concitoyens. Okay. Tout simplement. Beaucoup moins de fuite des cerveaux et ainsi de suite. Donc, nous aidons les entreprises et les institutions à devenir des marques auxquelles on dit merci. Ça, c'est Pinchasa. Wow. C'est nous. Tu as l'air sous le choc. Non, mais c'est vachement intéressant. Puis le visuel est intéressant parce que tu vois, le visuel, il y a un côté je suis touché. Merci, je suis touché. Merci, Pinchasa. Et en fait, honnêtement, moi, ça m'a fait ça parce que je précise que Dimi Coder a bénéficié de l'expertise de Pinchasa. Et Pinchasa, donc ce visuel-là et ce message-là, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti, moi,
plusieurs moments de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de dire, ah ouais, ça m'apporte et ça me donne envie, effectivement, comme tu as dit, de consommer plus. Ça me donne envie d'aller plus loin, quoi. Donc, c'est vraiment top. Et nous, ce qu'on fait, c'est faire en sorte que nos clients aient eux-mêmes des clients qui aient cette envie vis-à-vis d'eux. Alors, on met le site internet, hein, et l'Instagram, parce que je sais que vous êtes pas mal actifs sur Insta. Effectivement, et maintenant de plus en plus sur LinkedIn surtout. De plus en plus sur Link. Oui, tout à fait. Et vous avez des visuels très intéressants d'ailleurs sur nos échanges là, des visuels qui sont de plus en plus intéressants. Et je suis en train de me demander même si nos visuels à nous, on ne va pas les changer par vos visuels parce qu'ils sont plus, tu vois, ils sont plus adaptés en fait au thème avec les visuels et tout. Alors, le programme du jour. Alors, le programme du jour, c'est IKEA. Les Business Model Innovations de IKEA en français. Les innovations de business model de IKEA. Mais le rappel qu'on doit de toute façon faire, c'est que le business design, c'est un des 3 grands leviers de profitabilité, donc un des 3 leviers stratégiques pour augmenter la rentabilité d'une entreprise. On avait parlé au tout début, toujours dans ces webinaires, de Brand Identity Design, donc pour avoir une marque unique, Experience Design, pour avoir une marque empathique, mais ici, on a aussi le business design pour avoir vraiment un jeu sur la profitabilité. Et lorsqu'on parle de business design, la majorité des gens pensent Business Model Canva, c'est un outil extrêmement important, mais non seulement ce n'est pas le seul, mais en plus, ce n'est pas de là que vient la profitabilité. C'est de l'innovation de business model. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est quoi le business design? Petit rappel. Le business design, c'est l'application des méthodologies design à des challenges business. En gros, vous avez l'empathie qui est au cœur de la méthodologie design. C'est la première étape d'une méthodologie de 3 à 5 étapes, on va dire. La méthodologie en elle-même, donc c'est pas juste j'ai une petite idée par-ci, j'ai une petite idée par-là. Il y a vraiment un process assez scientifique, en fait. Et la conséquence de cela, c'est généralement sur les profits que les entreprises la constatent, parfois sur d'autres aspects de l'entreprise, mais au niveau business design, c'est de profitabilité qu'il est question. Alors, quel est l'intérêt de faire du business design? C'est tout simplement que le monde d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Le monde d'hier était celui d'avant-hier. Le monde d'aujourd'hui est rapidement le monde de demain. Donc, dans le monde d'hier où il suffisait de faire du business management, donc on a sa gestion, on fait son petit MBA, on sait administrer des sociétés, mettre des bons chiffres dans des bonnes cases, ça pouvait passer. Pourquoi? Parce qu'on se trouvait dans un environnement connu, avec des recettes de papa et de grand-papa connus, et des conséquences de nos actes qui étaient connus. Il n'y avait pas de grande surprise. Aujourd'hui, par contre, on se trouve dans un contexte où les crises se répètent, les guerres se répètent, les cartes sont constamment en train de bouger à une vitesse de plus en plus accélérée et la technologie, évidemment, y est pour quelque chose, c'est évident. Toujours est-il que, qui dit notamment technologie, redistribution des cartes, pouvoir géopolitique, etc., qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'hier, dit il faut faire appel à d'autres outils et le business management ne suffit plus à faire le succès d'une entreprise. Ce qu'il faut, c'est faire du business design parce qu'il faut utiliser des méthodologies qui peuvent constamment se réadapter et tenir compte de challenges existants pour y apporter des solutions qui n'ont pas déjà été trouvées parce que les challenges sont assez particuliers et neufs. Alors, lorsqu'on parle de business model innovation, d'innovation de business model, on parle d'abord de business model. Et la première chose à vraiment maîtriser, c'est comprendre c'est quoi un business model. La majorité des gens, puisqu'ils ont été bercés au business model Canva, se diraient le business model, c'est 9 ou 11 cases, je ne sais plus, je pense que c'est 9 cases, et c'est ça un business model. Non, un business model, c'est un schéma, on est d'accord, mais c'est un schéma de la valeur. La valeur qui est créée par une entreprise, la valeur qui est délivrée par cette entreprise, mais aussi la valeur qui est capturée par cette entreprise, donc la contre-valeur, typiquement de l'argent, pas uniquement, mais la valeur qui est capturée, parce que vous pouvez créer et délivrer toute la valeur que vous voulez. Si vous ne capturez pas de contre-valeur, vous n'avez pas un business. Donc, c'est un modèle de quelque chose, mais ce n'est pas un modèle de business.
Et donc, votre viabilité est vouée à l'échec. Et voilà. Maintenant, l'innovation de business model. C'est ça, voilà. Exactement. L'innovation de business model, c'est quoi? Ouais. C'est la modification d'au moins 2 dimensions d'un business model existant ou d'un business model classique. Donc, quand une entreprise a un business model elle-même et qu'elle le modifie par au moins 2 dimensions, si elle modifie une seule dimension, ce n'est pas de l'innovation de business model, même si c'est très bien, mais par au moins 2 dimensions, eh bien, alors on commence à parler d'innovation de business model. Les dimensions, vous les voyez, hein. Il y a le what, on commence par le who, qui est au centre, au cœur, l'utilisateur final, le client, ce que vous voulez. Le who, donc le qui. Le what, c'est-à-dire quelle offre, hein. Le who, c'est la cible. Le what, c'est qu'est-ce qu'on va lui offrir. Le how, c'est comment est-ce qu'on va se débrouiller pour créer cette valeur et délivrer cette valeur. Et le why, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de profit, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise fait pour générer du profit. Et là-dedans, il y a aussi pour quelles raisons des personnes seraient ravies d'une telle offre à de telles conditions lorsqu'elles se trouvent dans la cible who. N'est-ce pas, Maxime? Exactement. Ce qui nous amène évidemment au sujet du jour, IKEA. Alors, IKEA n'est pas encore beaucoup implanté en Afrique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien, vous allez découvrir au fil du webinaire ce qui différencie IKEA des autres. Alors, des autres quoi, me direz-vous? Eh bien, des autres fabricants et marchands de meubles. Bon, IKEA, c'est le plus grand marchand de meubles du monde. C'est aussi simple que ça. Alors, derrière IKEA, et comme derrière la plupart des entreprises et des marques qu'on a présentées ici, il y a un homme qui, encore une fois, mériterait toute une émission rien que sur sa vie et son œuvre, on veut dire. Il a lancé son premier business à l'âge de 5 ans. À 5 ans, il achetait des allumettes en grosse quantité à sa tante qui habitait à la ville, qui lui envoyait à la campagne, où il le reconditionnait en petits paquets et il vendait des plus petits paquets d'allumettes avec un petit profit. Donc, pour vous dire, le personnage, très tôt, il avait à cœur de gagner de l'argent par lui-même. Ouais. Alors, ici, vous voyez, c'est lui, évidemment, avec quelques-uns des premiers éléments de meubles d'IKEA. Et on voit les trucs en dessous de la chaise. Tout à fait. Et donc, IKEA, c'est Ingvar Kamprad. Donc, Ingvar Kamprad, c'est le nom du monsieur que nous avons ici. Enkarit, c'est la ferme dans laquelle il a grandi. Donc, c'est un garçon de la campagne, vraiment, qui vient d'une ferme. Et Agunarit, c'est le village à côté duquel se trouvait sa ferme. D'accord. Donc, vous voyez qu'il est parti vraiment de là où il est venu. Et bon, ça l'a emmené malgré tout très loin. Donc, c'est intéressant de voir aussi qu'on peut s'ancrer dans son village et dans sa ferme, mais construire un empire. Hein, et ça, c'est un message important pour ceux qui ont toujours l'impression que là d'où ils viennent va les déforcer. Mais on peut venir d'un petit village perdu en Suède, d'une ferme, et construire cet empire. Alors, pour autant qu'on ait de l'ambition, hein, parce que c'était pas un homme comme tout le monde. Les empires ne se trouvent pas dans le jardin en creusant un petit peu. Hein. Plus compliqué que ça. Alors, là où il a été révolutionnaire, parce qu'il faut bien se rendre compte que dès le début de son activité, il a révolutionné son industrie. Donc, il a fondé IKEA en 1943. En 1948, ils ont commencé à fabriquer des meubles. Avant ça, ils faisaient des bics, des cartes postales et des choses comme ça. Et en 1953, le modèle actuel d'IKEA était déjà en route. Donc, il n'y a pas eu une évolution comme on a pu le voir avec Netflix, par exemple, qui a commencé d'une manière, puis a évolué vers une autre manière. Non. Très, très tôt, il a compris ce qui a fait son succès et il l'a appliqué. Il l'a implémenté et puis ça s'est agrandi. Et donc, les innovations de business model dont on va vous parler maintenant
ont en fait toutes été dès le début d'IKEA, Ok. il y a donc presque 70 ans. Hmm. 70 ans. Alors, c'est quoi le fondement de la philosophie d'IKEA? Eh bien, ça a été de changer un petit peu la donne parce que à l'époque, si vous vouliez des beaux meubles, et là, pour ce qu'on en a vu dans les pays africains qu'on a visités, la situation est assez similaire. C'est-à-dire que à l'époque, si vous vouliez des beaux meubles, Oui. il fallait payer très cher. Oui. Et donc, des beaux meubles, à la fois beaux et confortables, on va dire, c'était surtout pour les gens d'un certain âge qui avaient eu le temps de se construire une certaine aisance financière. Et qu'est-ce que ces gens achetaient? Des meubles, on va dire, semi-artisanaux. Hein, c'était vraiment à l'époque des menuisiers, des ébénistes Oui. qui fabriquaient les meubles. Et Sur donc, mesure, quasiment. Ouais. on ne va pas dire que c'était des meubles uniques, mais presque. Hein. Presque, ouais. Ouais. Évidemment, un ébéniste pouvait fabriquer plusieurs fois le même meuble, mais chaque pièce était faite, on va dire, à la main. Il n'y avait pas Oui. encore toutes les machines actuelles et les machines assistées par ordinateur, etc. Et donc, le business model, c'était de fabriquer des meubles semi-standardisés à l'aspect plutôt massif. Oui. À l'époque, il n'y avait pas non plus encore toutes les sortes de bois reconstruits, on va dire. Si on travaillait du bois, ben, c'était du bois. On coupait un arbre, on faisait des planches, ouais, on le travaillait, c'est avec ça qu'on faisait des meubles. Et donc, ça, c'est ce que les gens avaient. Et évidemment, ce n'était accessible qu'à un petit pourcentage de la population, celle qui avait les moyens de se payer des meubles comme ça. Là où il a révolutionné ça, c'est qu'il s'est dit, mais non, il n'y a pas que les riches qui peuvent avoir des jolis meubles confortables. On devrait pouvoir rendre ça accessible aux gens en dessous. Et ça, c'est un business model qui s'appelle cibler les pauvres. Ou en anglais. Ou en anglais, target the poor. Alors, avec une nuance, parce que à la base, ce business model vise vraiment les populations les plus pauvres du monde, c'est-à-dire celles qui gagnent moins de 2000 $ par an. Ça, c'est la définition du pauvre pour l'ONU et ce genre d'organisation. Et donc, ces business models-là, de cibler les pauvres, sont très intéressants parce que malheureusement, plus de la moitié de la population est encore pauvre à l'heure actuelle. Oui. Et donc, c'est un business model qui a eu beaucoup de succès, notamment en Inde, où ceux qui ont su trouver les services ou les produits que les très pauvres allaient acheter et qui ont su maîtriser la chaîne de production pour offrir quelque chose à ce prix-là et faire un bénéfice, ceux-là ont eu vraiment des jolis succès commerciaux. Mais c'est une autre histoire. Dans le cas d'IKEA, ce n'est pas tout à fait ça. On va dire que c'est le presque pauvre d'Europe qu'il visait, et donc la classe moyenne. D'accord. Et les jeunes. Un travail, et la classe moyenne, et plutôt les jeunes aussi, mais évidemment, à l'époque, quand on travaillait, si au bout d'un certain moment, on était quand même moins pauvre, hein, vu qu'il y avait vraiment encore une progression sociale, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ciblé les jeunes de la classe moyenne avec des meubles jolis et confortables, on va dire, mais il a standardisé la fabrication de meubles au design minimaliste. Encore une fois, pour ceux qui sont en Afrique, quand vous rentrez chez un papa là, et que vous êtes bien installé, et que vous voyez les meubles qu'il a, bon, il faut un camion pour transporter un fauteuil, tellement les couloirs sont larges, il faut 4 personnes pour les déplacer. C'est en cuir, c'est brillant. Je te dis, partout. Imposant. Mais ça sent l'argent. Les gens sont contents. Mais ça sent l'argent. Ça sent l'argent, mais donc c'est pas accessible. Et donc lui, il a dit non. On va arrêter avec les moulures là qui demandent 3 artisans très compétents qui doivent sculpter pendant 3 semaines. On va faire des trucs simples, design minimal. Et avec des matériaux optimisés. C'est-à-dire, on ne va pas faire tous les meubles en chêne massif hein, qui pèsent lourd, qui pèsent 1 tonne. On va faire plutôt des meubles en bois recomposé
avec Ouais. dedans un assemblage, comment dire, Des déchets de bois, il faut une le masse dire. de déchets de bois, mais qui Ouais. vont donner quelque chose de solide et léger. Alors, pour ceux qui font un peu de logistique, le léger, c'est mieux que le lourd. Hein. Je te dis. Et même ceux qui ne font pas de la logistique, mais qui font des femmes, le Je suis léger dedans. est mieux que le lourd. Voilà. Et donc, IKEA a créé des meubles qui étaient standardisés, donc tout le monde allait avoir la même chose, avec un design minimaliste et des matériaux optimisés pour leur coût et leur poids. Ok. Le résultat et comment ça a fonctionné tout de suite, ben, c'est que pour le client, il avait des meubles à la fois jolis, solides et fonctionnels, beaucoup moins chers. Ouais. Et pour le fabricant, ben, il fait des économies d'échelle assez impressionnantes parce que finalement, ces meubles sont moins chers, mais pas beaucoup moins chers. Ils sont juste au bon prix pour ceux qui peuvent se les payer sans devoir se vendre un organe pour se Je te dis. l'acquérir. C'est Et trop donc, ça. c'est on va dire ce qui a basé la philosophie d'IKEA. Maintenant, les prochains business models dont on va vous parler vont vous expliquer comment il a réussi à mettre en œuvre ça pour vendre des meubles à la classe moyenne. Et effectivement, sauf si tu veux en parler, Maxime, Vas-y. on a repris ici, c'est rare qu'on cite juste les gens, mais Oui. c'était très important ici de reprendre la mission d'IKEA telle que eux l'expriment, à savoir offrir, comme Maxime l'a dit, une large gamme d'articles d'ameublement bien conçus et fonctionnels, mais à des prix tellement bas que le plus grand nombre, bon, c'est pas vraiment le plus grand, hein, mais Ouais. un nombre beaucoup plus grand Mhm. pourra se les offrir. Et nous, on a rajouté, et ce nombre-là se dira merci à IKEA, évidemment. Ah, merci. Mais c'est très important ici de prêter attention à la mission. Mm. C'est une mission qui n'est pas du tout du « notre mission est de vous satisfaire ». Non. Non. Donc, on revient, on fait une petite parenthèse dans le branding et dans l'identité de marque, mais la Oui. mission d'une entreprise n'est pas de satisfaire ses clients. Ça, c'est un prérequis, c'est la Ça, base. c'est la base. La mission, c'est qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde? Ouais, Quel est le ouais, statu ouais. quo Mm, qu'on mm. veut rendre dépassé? Ouais. Et ça, c'est un merveilleux exemple d'une mission qui vaut le coup. Maintenant, Ok. avoir une mission, c'est mignon. Hein. C'est mieux lorsqu'on a un plan pour la réaliser. Ouais. Parce que la raison pour laquelle le statu quo existe, c'est parce que personne n'a trouvé encore de moyens viables à travers une entreprise de modifier ce statu quo. Et IKEA, comme Maxime vient de le dire, a mis en place 2 business models particuliers pour atteindre cet objectif. Évidemment, ce n'est pas les seuls business models qu'ils ont mis en place, mais les 2 business models prochains dont on va vous parler sont précisément ceux qui ont rendu possible la réalisation. 3 business models. Le troisième, c'est le secret. Ah, 2 business models qui ont rendu possible la réalisation de cette fameuse mission d'IKEA. Alors évidemment, vous connaissez maintenant notre manière de vous parler. Il y a toujours un avant et un après. Sinon, il n'y a pas de... Donc, je suis obligée de vous expliquer ce que vous voyez probablement tous en Afrique, c'est-à-dire que il y a des magasins de meubles. Les meubles, ils sont toujours bien conçus et fonctionnels, enfin, lorsque c'est possible. Ouais. Les personnes qui peuvent se le permettre, c'est toujours les personnes d'âge mûr, de classe supérieure et moyenne supérieure. C'est la même chose en Europe pour la majorité des magasins de meubles. Et c'était le cas pour tous les magasins de meubles avant IKEA. Ces magasins, par contre, sont des magasins de meubles. Soit tous les meubles de la maison. Hein, quand on dit meubles, on dit gros meubles. Soit des meubles spécialisés dans une pièce de la maison. Que des chaises, que des fauteuils, que des tables, que des chambres à coucher. Oui, c'est vrai. C'est peut-être, ils étaient spécialisés par pièce. D'accord ? Et évidemment, pourquoi ça fonctionnait bien ? Parce que ces meubles étaient, comme Maxime l'a dit, faits par des artisans. Ils étaient donc rares,
voire exclusif. Oui. Vous avez beaucoup d'argent, vous achetez votre meuble là. Personne d'autre l'aura ou très peu d'autres gens l'auront. Et s'ils l'ont, vous serez content qu'ils les ont parce que ça veut dire qu'ils sont plus riches que vous. Et cette mentalité existe encore. Oui. Mais Ikea est arrivé avec une idée de supermarché de la maison. On n'est plus dans un magasin de meubles. On est dans le supermarché, non pas seulement de meubles, mais de la maison tout entière. Les meubles sont toujours bien conçus et fonctionnels. La cible, c'est toujours les jeunes et les classes moyennes. Mais par contre, le how a changé. Le magasin propose non seulement tous les meubles de la maison, y compris les cuisines, à côté des autres pièces, etc., mais aussi il propose des accessoires, Oui. des décorations ou des éléments de ménage, le tout en un même lieu. Le tout en un même lieu. Et évidemment, les plus jeunes d'entre vous qui ont déjà été dans un Ikea auront tendance à dire oui, et il y a aussi des boulettes frites. Mais ça, ce n'était pas le cas en 1950, donc je ne vais pas en parler. D'accord? Ok, ok. Alors, le why, donc le mécanisme de profit qui a permis à Ikea de rendre cet aspect-là possible, c'est que tout se trouve au même endroit et à prix réduit pour les gens, c'est pratique, mais surtout, côté Ikea, ils font ainsi une économie d'échelle et ils diversifient leurs revenus. Dans les familles où on a déjà reçu le salon pour la fête de mariage, s'ils vont chez Ikea, ils ne vont pas acheter de salon. Par contre, il y a tout le reste. Et ainsi de suite. Dans les familles où il n'y a plus vraiment les moyens d'acheter autre chose que juste des couverts, ils vont quand même aller chez Ikea et ils vont acheter quelque chose. Et ainsi de suite. On va chez Ikea pour acheter 2 tasses. On ressort chez Ikea avec 4 lampes, 5 chaises et je ne sais quoi d'autre. Donc, tout ça fait que Ikea a pu rendre possible son modèle et ne pas y perdre des plumes. Et avant de passer à la suite, pour comprendre un petit peu l'impact que ça a sur les clients et sur les revenus d'IKEA. Donc IKEA, en plus d'avoir un supermarché où tout est au même endroit, impose à tous ses clients au minimum une demi-heure de marche. Ça, c'est au niveau brand experience. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans IKEA, vous êtes dans un énorme entrepôt, énorme, et c'est un parcours. Et donc, vous allez d'abord passer par, je ne sais plus, c'est les chambres à coucher. Et donc, il y a déjà quelques minutes de marche dans les chambres à coucher. Ensuite, vous allez passer dans les bureaux, puis dans les cuisines, puis dans les salles de bain, etc. Mais ce n'est pas comme dans les autres supermarchés où vous avez des rayons parallèles et où vous pouvez juste aller jusqu'au dernier et ne faire que celui qui vous intéresse. Dans le meilleur des cas, si vous marchez vite, vous en avez pour un quart d'heure, 20 minutes. Mais vraiment très vite avec les raccourcis. Mais Maxime, le résultat... Okay, parce que moi, je vais dire quand même quelque chose de gentil qu'ils ont fait. Le résultat de tout ça, c'est que vous êtes immergé. Vous rentrez dans des endroits où vous avez toute une pièce qui a été faite et on vous dit votre chambre d'étudiant pour 500 €. Et dedans, il y a un lit, un bureau, une garde-robe, une petite tablette, etc. Et tout ça coûte 500 €. Et sur la tablette, vous avez un petit bar, un petit vase, et vous avez un petit cadre à photo, etc. Le résultat, c'est que même quand vous allez chez Ikea, juste pour regarder pour l'inspiration, pour quand vous allez acheter, vous allez trouver une cuillère en bois de seulement 1 €. Un petit cadre pour mettre la photo de ma petite copine pour seulement 50 cents, etc. Et donc, vous ressortez de là avec un panier rempli de choses que vous n'aviez pas prévu d'acheter, qui chacune ne coûte pas plus que quelques euros. Mais à la fin, vous dépensez quand même 20, 30, 40 ou 50 € alors que vous aviez prévu de ne rien acheter. Ou 200 € quand vous êtes complètement fan de Ikea, voilà. comme je l'ai été. Et que vous tombez sur un superbe coussin ou que sais-je. Mais bref, plein de petits accessoires comme ça qui sont présentés en situation. Et donc, vous voyez, le petit panneau pour accrocher les listes de courses ou les outils ou que sais-je. Voilà, mais vous le voyez placé, utilisé, et donc ça vous donne envie et vous succombez. Et donc, moi, je vais mettre des mots un peu barbares sur ce que Maxime a indiqué. On a parlé de brand experience,
ok. Les gens se projettent, voilà, dans l'univers IKEA qu'ils peuvent faire leur grâce à deux choses, le catalogue et ce qu'on appelle le merchandising, c'est-à-dire la décoration d'un magasin pour que les gens s'y projettent le plus possible. Et donc, à ça, qui est extraordinaire, ils ont fait ce que Maxime a indiqué, c'est-à-dire forcer le chemin pour que les gens voient les pièces dans lesquelles ils pourraient vivre s'ils dépensaient quelques centaines d'euros seulement. Donc, voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur le supermarché qu'ils ont poussé à un niveau encore plus élevé. Mais ce n'est pas tout. On va revenir donc à avant Ikea, style massif et rococo. Alors, Je le veux juste dire qu'on ne rococo, t'entend plus, hein, Douglas, au cas où tu parlais. Ah oui, ok, excuse-moi. Oui. le rococo, c'est un style artistique et architectural français du XVIe siècle, je pense, qui était très, très, très chargé. Et pour l'instant, on peut dire que pour ceux qu'on trouve en Afrique, les meubles qu'on trouve en Afrique pour l'instant sont surtout des meubles chinois Et de Dubaï. ou de Dubaï. Et l'un comme l'autre, on est dans le massif et le surchargé. Donc, c'est du laqué, c'est du sculpté, etc. Et ça, finalement, ce que vous achetez, quand vous achetez un meuble comme ça, ben, c'est vraiment la validation de la compétence du fabricant. Oui. Hein. C'est tellement sculpté finement que waouh, c'est superbe et donc ça vaut beaucoup. Et ce sont des meubles qui en fait affichent le statut social de leur propriétaire. Oui. Vous rentrez dans le salon là et vous voyez le prix de votre voiture juste en fauteuil. Bon. Ça ne s'adresse évidemment qu'à certaines personnes, toujours les mêmes, les personnes d'âge mûr, de la classe moyenne. IKEA a appliqué là un business model qu'on appelle sans fioriture, donc sans superflu. Ouais. Alors, c'est quoi le business model sans fioriture? C'est offrir une gamme de services ou de produits, mais en le réduisant à sa plus simple expression. Et en réduisant comme ça le coût de produire et distribuer ce produit ou ce service. C'est comme ça que pour chaque gamme de meubles. Ça, c'est massif et rococo. Voilà, Exactement. là, on est dans le massif et le rococo. Et donc, pour chaque gamme, dans chaque gamme de meubles d'IKEA, il y a une entrée de gamme. Cette entrée de gamme, ce ne sera forcément pas la plus jolie et pas la plus confortable, mais elle est là. Et pour les clients qui sont les plus sensibles au prix, donc qui regardent d'abord le prix pour acheter, parce que leur situation en général leur impose, eh bien, ils trouvent quand même de quoi satisfaire, parce que même ce qui est le plus simple et le moins confortable reste encore assez joli et assez confortable en comparaison. Oui, ils sont tous bien conçus et fonctionnels. Parce que ça, c'est la petite chose qu'on n'a pas encore dite, c'est avant. Vous me direz, mais comment faisaient les pauvres pour se meubler? Eh bien, en fait, ils avaient des meubles, en général, très résistants. Hein. À titre d'exemple, il y a chez ma maman toujours certains meubles qui viennent de chez ma grand-mère. Oui. Et certains de ces meubles viennent même de la mère de ma grand-mère. À l'heure actuelle, trouver une chaise qui dure encore 100 ans, en l'achetant aujourd'hui et se dire elle sera encore là dans 100 ans, c'est vraiment pas facile du tout. Tout à fait. Hein. Mais évidemment, c'était pas très joli et c'était pas très confort. Si vous deviez rester 4 heures à table sur une de ces chaises, bon, vous le sentiez aux fesses et au dos bien avant d'arriver au dessert. On est d'accord. Et donc, ça, c'est ce que les gens, avec peu de moyens, avaient avant. Des meubles pratiques, solides, mais bon. pas auquel on dit merci. Pas auquel on dit merci. On dit pas merci, ouais. Et donc, ça, c'est ce qu'a apporté IKEA, c'est d'offrir des meubles qui, malgré un coût réduit, peuvent être et sont confortables et assez jolis à regarder. Mais, malgré que ces deux innovations de business model soient déjà à la base quelque chose d'extraordinaire qui a permis à IKEA
de faire la différence, en fait, Oui. dans le secteur de l'ameublement et dans le secteur de tout ce qu'ils ont décidé d'attaquer comme marché, et ils sont nombreux. Le vrai secret du succès économique, hein, on parle de profitabilité ici, Oui. le vrai secret de succès économique de IKEA, c'est pas ça. C'est en pas fait encore ça, non. un C'est pas autre encore ça. business model. Alors, Maxime, je te laisse l'expliquer, ou bien c'est moi qui Mm. l'explique? Ok, je l'explique. Ok, Vas-y, je vas-y. l'explique. Alors, là aussi, ben, on va revenir à ce qui se faisait avant et ce qui se fait aussi en Afrique, en tout cas de ce qu'on a pu voir. Ok. Le produit qui est délivré, c'est la même chose que les business models précédents. C'est toujours pour les personnes avec un certain niveau de revenu. C'est toujours des meubles complexes ou massifs, mais surtout, ils sont livrés et montés à domicile par le fournisseur. Ouais. Nous, quand on était au Rwanda et qu'on a acheté des meubles pour notre bureau, Enfer. on a été effectivement livrés. Ils sont venus à 3 et ça leur a pris genre 2 heures, 2-3 heures pour monter les bureaux. 150 vis, des plaques, des morceaux super lourds, des tiroirs à fabriquer soi-même. Bon, vraiment compliqué. Et heureusement qu'ils étaient là pour le faire parce que nous, on n'aurait pas pu. Il y avait en plus besoin de toute une série d'outils. Et il n'y avait pas de mode d'emploi avec. Hein. Et pas de mode d'emploi, évidemment. Et donc, là, la valeur qu'en retire le client, ben, c'est qu'aucun effort ne lui est demandé. Il va au magasin, il choisit, il dit, il paye, et puis on lui apporte. Et dès que les livreurs, monteurs sont partis, tout est prêt, il n'a plus qu'à s'asseoir. Si c'est un fauteuil. La valeur ici pour le fabricant ou le fournisseur, ben, c'est une marge importante parce que, évidemment, si vous envoyez 2-3 personnes pendant plusieurs heures chez quelqu'un pour travailler, ben, tout ça a un coût et ça, c'est évidemment de l'argent qui rentre chez vous. Mais c'est surtout que ça a de la perception de valeur pour le client parce que quand vous voyez les gens travailler, vous ne vous dites pas que ça devrait être moins cher. Enfin, si vous n'êtes pas psychopathe. Parce qu'il y a quand même des gens qui... Il y en a qui peuvent le faire. Mais donc, le fait de venir prester des services chez le client avait cette perception de valeur telle que la prestation de service pouvait faire exploser le prix du meuble sans que ça ne fasse mal au cœur ou en tout cas sans que ce ne soit pas compris par le client final. Qui payait donc volontiers bien cher ses meubles. Et donc, qu'a fait Ikea? Mais Ikea, il a dit, moi je ne veux pas de clients fainéants, je veux que les clients travaillent un petit peu. Et donc, il les a mis au travail avec le business model que vous connaissez sans doute de self-service. Alors, le self-service, en général, on en parle pour un restaurant qui fait buffet où il n'y a pas de serveur qui viennent vous apporter vos plats à table. Vous devez vous-même aller jusqu'au buffet, vous servir votre assiette et la ramener avec vos petites mains à votre table. Ça, c'est, on va dire, le cas le plus fréquent du self-service. Oui. Il y a aussi les supermarchés. Hein. Avant les supermarchés, on ne se servait pas soi-même. On allait dans des petites boutiques tenues par, comme toutes les boutiques, comme beaucoup de boutiques qu'on voit encore en Afrique, où c'est la personne qui est dedans qui va vous lui dire je veux ça, il prend, il vous donne. Le service va avec. Le self-service d'IKEA, c'est quoi? Mais c'est que les meubles ne sont pas montés. Ils sont dans des boîtes majoritairement plates, livrées avec un mode d'emploi comme celui qu'on voit ici. Super. Et 2 gentils bonshommes. Et ils vous montrent vraiment tout ce que vous devez faire avec des images. C'est-à-dire que pratiquement n'importe qui peut monter son meuble Ikea. Parfois, ils vous disent même, attention, il faut être 2. Ouais. Ils vous montrent une image avec un monsieur tout seul barré, et puis ils mettent une image avec 2 messieurs à côté avec un petit V. Et ce que j'adore, c'est l'image avec le tapis, tu vois? Oui, vraiment, c'est très, très bien pensé. Et donc, le self-service d'IKEA, c'est des meubles livrés en caisse, la plupart du temps plates. Ça veut dire aussi que vous pouvez aller avec votre voiture et repartir avec vos meubles
Ouais. S'il y a des matelas, ils sont compressés dans des sacs plastiques emballés sous vide qui font que vous pouvez aussi les emmener avec vous. Et donc, ben, vous imaginez bien, si les meubles ne doivent pas être assemblés, qu'ils sont Par mis le fabricant. par le fabricant, qu'ils sont mis dans des boîtes plates et compactes, lui, déjà, il a économisé sur la main-d'œuvre, sur la place de stockage, sur le transport. Et c'est extrêmement cher l'espace de stockage. Tout ça, c'est réduit. Et le client, mais non seulement il peut monter lui-même un meuble qu'il a eu pour nettement moins cher que s'il avait dû l'acheter avec tous ces services-là en plus, mais en plus, il va être attaché à son meuble parce que c'est lui qui l'a construit. Et une marque, c'est l'attachement émotionnel. Hein. Donc, n'oubliez pas que, même si aujourd'hui on parle de business model innovation, il y a toujours cet aspect que IKEA a très bien compris, c'est que les gens s'attachent aux meubles qu'ils construisent eux-mêmes. Ça s'appelle même l'effet IKEA. Oui. Et donc, ça, c'est ça vraiment l'ingrédient secret des business models d'IKEA. Après, il y en a encore d'autres dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais IKEA est plus complexe encore que ce qu'on vient d'expliquer. Là, on vous a expliqué l'essence. L'essence. Et l'essence, ici, c'est de mettre les clients au travail. Évidemment, il fallait s'adresser à la bonne cible. Hein, les jeunes et la classe moyenne. Qui ont un travail et n'ont pas envie d'habiter dans des pièces vides avec un matelas au sol et de manger accroupi par terre alors qu'ils ont quand même de quoi se payer quelque chose, mais pas le grand luxe. Voilà. Au lieu d'acheter un lit à 1000 $, ben, ils vont l'acheter à 50, parfois 70, parfois 150, mais vraiment à des prix ridicules. À des prix ridicules. Et donc, voilà, ça, c'est le secret. Alors, là, il y a... bon, peut-être qu'on me contredira, mais pour l'instant, en Afrique, on a souvent l'impression que les gens, s'ils ont atteint un certain niveau, ils ne veulent pas être vus en train de faire quelque chose. Hein, donc, ils ne portent pas leur sac, ils ne font pas leurs courses, ils n'accrochent pas un cadre et surtout, ils ne montent pas un meuble. Donc, il faudrait voir quand est-ce que ce type de business model va pouvoir arriver en Afrique. Mais il y a fort à parier que ça va suivre l'évolution de la classe moyenne. Oui. Au plus il y aura des gens avec un travail qui leur assure un revenu stable, au plus ils auront envie d'avoir un certain confort qui va avec le revenu stable, et au plus ils seront prêts à faire certaines choses eux-mêmes. Pour compenser la différence de prix. La différence de prix, tout à fait. Et peut-être que c'est déjà le cas, on ne le sait pas, mais et donc, c'est peut-être déjà le cas. Et donc, pour ceux qui se demandent comment gagner de l'argent, surveillez bien ces tendances et trouvez ceux qui sont prêts à mettre la main à la pâte pour avoir accès à un produit ou un service. Mais tu as oublié de dire le plus beau, Maxime, c'est que grâce à ce système de self-service et cette production d'effets IKEA, IKEA a quand même généré 1 milliard de visiteurs rien qu'en 2019. C'est vous dire à quel point sa mission, leur mission, ils sont vraiment en train de la réaliser. Et on ne peut que leur souhaiter de faire encore mieux, des prix encore plus accessibles pour encore un plus grand nombre et des meubles toujours aussi beaux. Oui, non, c'est pas du jeu, quoi. C'est un septième de la population mondiale. Rien qu'en 2019. A été au moins une fois dans un magasin IKEA en 2019. Ouais. Dingue. Waouh. Ouais. Non, c'est assez fou de se rendre compte que, évidemment, l'innovation de business model n'est pas le seul aspect. Oui. On a abordé d'autres aspects qui ont plus trait au branding, à la brand experience. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les anciens webinaires ou qui ne savent pas, vous pouvez aller revoir en particulier l'expérience utilisateur et l'expérience client, parce qu'on en a pas mal parlé. Et ceux qui aiment bien Google, vous pouvez taper sur Google l'effet IKEA
Et pensez à vos entreprises. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez déléguer à vos clients et le faire passer pour quelque chose d'extraordinaire? Parce que si vous vous dites ah non, moi je ne sais pas faire ça, tant pis, les clients le font, et que vous n'emballez pas ça correctement, ils ne vont pas aussi bien le prendre que si vous le faites à la IKEA. Hein. Donc, ça, c'est une chose à retenir aussi. Moi, ce que je vois dans les commentaires, c'est qu'il y a une question par rapport Oui, il y a une question, oui. Alors, il y a une question. Est-ce qu'on peut définir le business model comme étant la stratégie qu'une entreprise utilise pour générer ses revenus? Alors, oui et non. Ce que je vois comme définition là, c'est le revenue model, donc le modèle de revenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, à l'intérieur du business model, il y a le modèle de création de valeur, le modèle d'acheminement de valeur et le modèle de création de revenus. Et le modèle de création de revenus, c'est l'aspect valeur capturée. Si une entreprise décide de dire un business model, c'est la manière dont on génère des revenus, eh bien, elle risque de passer à côté d'autres aspects qui sont en fait des contre-valeurs. Je vais donner un exemple. Et donc, elle n'aura pas un business model suffisamment complexe. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un business model complexe, mais lorsqu'on est dans une situation où tout ce qu'on avait fait dans notre entreprise jusqu'à aujourd'hui ne fonctionne plus pour une raison X ou Y, il faut être capable d'ouvrir son esprit. Et on ne peut pas ouvrir son esprit si on considère qu'un business model, c'est uniquement la manière dont une entreprise génère des revenus. Je vais donner l'exemple de Facebook. Si Facebook s'était dit, ma manière de générer des revenus, c'est de la pub. Il se serait dit, les utilisateurs n'existent que pour générer de la publicité. D'accord? Bon, c'est peut-être ceux qui se sont dit au début et qu'ils ont évolué par la suite. Mais ils se seraient dit ça. Et le problème, quand on se dit ça, c'est qu'on met le focus sur une seule chose. La génération de revenus. Et ils seraient devenus comme tous ces autres sites qui mettent de la publicité de la manière dont elle rapporte le plus d'argent dès le premier jour. À savoir, forcer les gens à ouvrir les yeux et à regarder la publicité, et tant qu'ils ne cliquent pas, ils ne peuvent pas aller à la suite et voir ce qu'ils étaient vraiment venus voir. Facebook s'est dit non, ce que je vais faire, c'est créer de la valeur, délivrer cette valeur et capturer d'une manière ou d'une autre de la contre-valeur, mais cette contre-valeur que je vais pouvoir utiliser comme valeur pour encore un autre public. La valeur que Facebook a créée, c'est un outil de communication gratuit. C'est ça, Facebook, à la base. Enfin, à la base. C'était un catalogue d'étudiants. Voilà, mais quand ça a été ouvert au monde entier, c'était déjà devenu un outil de communication gratuit. Tout à fait. À l'époque où il fallait payer une fortune pour téléphoner, où il fallait attendre 2 semaines pour que la lettre arrive d'un endroit à un autre, ou quand on envoyait un email, on ne savait pas vraiment si la personne l'avait reçu au moment où elle l'avait dit. C'était pas top. Ce que Facebook a créé, c'est un outil de communication, non pas d'une seule personne à une autre, mais d'une seule personne à many. Donc, les informaticiens savent que le one-to-many, c'est toujours plus puissant que le one-to-one. Donc, Facebook a créé cette valeur. La manière dont Facebook a capturé de la valeur, c'est non pas de l'argent, mais d'abord et avant tout de l'utilisation. L'utilisation de ces utilisateurs gratuits a fait que Facebook avait des utilisateurs captifs qui viendraient parce qu'il a créé de la valeur. C'est la première valeur délivrée. Et la contre-valeur capturée n'est pas de l'argent ici, mais des yeux. Maintenant, maintenant, Facebook avait des yeux qui sont une valeur pour un tout autre public. Ce tout autre public, c'est qui? Les annonceurs. Les annonceurs, Mais au lieu d'avoir simplement l'utilisation de ces yeux, Facebook s'est dit, mais je n'ai pas que des yeux, j'ai des yeux, des comportements, des échanges, des intérêts du moment, des données. Et donc, vous pouvez vous reporter au business model innovation qu'on a fait sur Facebook il y a quelques mois, mais Facebook
ne s'est pas contenté à vendre de la publicité sur base du fait qu'il y avait n'importe qui devant son écran, mais il a utilisé les données de fréquentation et les comportements des gens. Je vais donner juste un exemple. Facebook enregistrait le fait que quand vous passez sur une publication, vous ralentissez le scroll. Alors, tous ceux qui disent oui, Facebook, c'est de la merde, ça me montre de la merde, ben, en fait, c'est que vous aimez ça. Donc, Facebook utilise ces données pour les fournir à des annonceurs et les annonceurs peuvent montrer de la publicité aux utilisateurs de Facebook en payant à ce niveau-là Facebook, et alors ça devient un modèle de revenu sur Facebook, mais surtout partout en dehors de Facebook où les utilisateurs de Facebook se baladent. Facebook n'aurait jamais eu l'idée de faire ça s'il avait juste décidé que son business model, c'est un modèle de revenu. D'accord? Alors, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, La Fontech, merci pour le retour. En tout cas, c'est très intéressant. On a Mohamed. Alors, Mohamed Swali qui est en train de préparer son passeport numérique et qui est dans le serveur Discord. On vous donne rendez-vous sur notre serveur Discord. On a un serveur Discord maintenant. On a qui nous permettra de continuer nos échanges, qui nous dit c'est du lourd. Ah, Mohamed, tu as vu, hein? Toi, tu as vu comme moi. Hein? C'est comme ça, c'est Pinchasa. On arrive à la fin de notre échange. Donc, on salue bien sûr tous ceux qui nous suivent. Jean Apôtre du Bénin, Boubacar, fidèle Boubacar du Sénégal. Yao du côté de la Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre. Eliezer, d'accord, du côté du Bénin. On a toute une team qui nous suit et qui vraiment est fidèle. Moi, je suis super content, une fois de plus, Ikea. Alors, vous nous avez rappelé plein de choses qu'on voit quand on fait du Ikea. C'est le parcours, effectivement. Hein, chez Ikea, tu rentres et puis c'est pas linéaire, quoi. Tu bouges, on te dit là, c'est un peu comme dans les aéroports. Tu vois, les aéroports. Tu veux aller, tu veux seulement l'embarquer. Tu veux embarquer. On t'a dit, tu veux embarquement. Et puis tu passes, on dit il y a chocolat, on dit. Non, ça, c'est super intéressant. Quel est le mot de la fin? Le mot de la fin, je pense que... Quel serait le mot de la fin, grand frère Maxime? Max. Mais le mot de la fin, je vais citer quelqu'un qui, à mon avis, trouvera écho dans la communauté des codeurs. Oui. C'est Zlatan Ibrahimovic. Oui. Alors, je suppose qu'il y a des fans de football dans l'Assemblée et donc difficile de ne pas connaître Zlatan. Alors, c'est une petite histoire. Hein. Donc, Zlatan était avec sa femme en Californie où il a emménagé à un certain moment, où il voulait trouver un logement meublé à louer pour le séjour, mais finalement, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont trouvé un logement non meublé. Et donc, pendant qu'il le visitait, Zlatan dit à sa femme d'aller chez Ikea pour chercher les meubles. Et là, l'agent immobilier le regarde un peu surpris et disant mais enfin, les gens riches ne vont pas chez Ikea. Et alors, Zlatan lui aurait répondu non, mais les gens intelligents, oui. Et donc, c'est une petite perle de sagesse de Zlatan qui est intéressante aussi hein, parce qu'on a... il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont un peu de réussite, veulent absolument le montrer et vont en fait dépenser, on va dire bêtement, pour afficher un statut. Hein, mais est-ce bien nécessaire? Et est-ce la meilleure manière d'afficher un statut? Donc voilà, ce sera le petit mot de la fin sur Ikea, que ce n'est pas parce qu'il vise les jeunes et ceux qui n'ont pas encore trop d'argent, on va dire, que ça leur est réservé. Hein. De même que les petites brochettes dans la rue ne sont pas réservées qu'à ceux qui passent dans la rue à pied. C'est aussi pour ceux qui se déplacent en gros 4x4. Et qui aiment les brochettes. Et qui aiment les brochettes. Et qui aiment les brochettes, tout simplement. Non, c'est magnifique. Grande sœur. Bien, que dire de plus après cette... Waouh. Je ne peux rien dire de plus si ce n'est. Oui. L'innovation de business model ne doit pas effrayer. C'est vraiment
la tentative de faire les choses autrement en suivant la valeur qu'on crée et en essayant de voir dans quelle mesure ça peut plaire aux uns et plaire aux autres. Évidemment, la manière dont nous, on a présenté ça, c'est comme s'ils s'étaient creusé la tête pendant 10 ans et qu'ils avaient tout sorti d'un coup. Mais l'essentiel de ce qu'ils ont fait, c'est simplement avoir une... Enfin, simplement, je n'étais pas avec eux, hein, je l'avoue, mais avoir une démarche design, c'est-à-dire une démarche qui consiste à partir de ce qu'ils constatent parmi leurs clients et leurs utilisateurs et à essayer, donc il y a beaucoup d'essais-erreurs, et à essayer de faire une chose, puis d'en faire une autre, puis d'ajuster. Et nous, on présente ça de manière très lisse, mais n'ayez jamais peur, vous, de votre côté, d'essayer toute une série de choses et d'ajuster en fonction de ce que vous observez auprès de vos meilleures cibles. La clé étant d'obtenir toujours plus un merci de leur part, parce que c'est ce que IKEA a fait, et c'est ce que les marques qui ont le plus de succès ont fait. Et pour la petite histoire, les gens les plus riches peuvent aussi aujourd'hui se meubler chez IKEA parce que IKEA a décidé de s'adapter à eux dans la mesure où si vous voulez quand même que quelqu'un monte vos meubles chez vous, IKEA offre l'option du montage par IKEA, offre l'option de la livraison par IKEA. IKEA se base de plus en plus sur des meubles de créateurs très reconnus pour en faire des plus ou moins copies ou bien pour en faire des modèles typiques IKEA. Donc, même lorsque vous êtes riche ou en tout cas très aisé, vous pourriez être intéressé par IKEA et la manière dont ils l'ont fait est assez impressionnante. Donc ça, c'était le petit mot, j'ai envie de dire, sur IKEA et sur ce que vous pourriez reproduire, vous, de votre côté. Ouais, super intéressant. Donc là, voilà, tout le monde dit bonjour. Hein, voilà, merci beaucoup pour l'explication très claire et enrichissante. Je n'avais pas cette information. Les amis, je balance le LinkedIn de Pinchasa. Allez-y, allez faire un tour, abonnez-vous. Il y a Eugène qui nous dit merci beaucoup pour votre temps. Voilà. Avec plaisir, Eugène. Vraiment, on est très contents. Alors, il y a c'est du PSG en force. Hein, donc, Zlatan, c'est le PSG. Oui, je crois que c'est là qu'il est. C'est plus le PSG, mais bon, dédicace Zlatan quand il était ici de Paris. Les amis, je suis très content. Moi, je suis hyper content. On sera très ravis de pouvoir vous accueillir sur un prochain webinaire en espérant qu'on va détruire l'ennemi de la maladie. On va détruire, écraser, piétiner. Les amis, Pinchasa, c'est notre partenaire. No Empathy, No Company. J'ai vu sur vos LinkedIn et tout. Et j'ai vu sur vos 2 LinkedIn, c'est sympa. Il y a No Empathy, No Company. C'est notre mantra. Voilà, mis un peu différemment. Donc, les amis, si vous nous suivez, vous savez qu'avec Pinchasa, c'est du lourd. L'innovation de business model, très intéressant. Et on vous donne donc rendez-vous à la prochaine fois. Les amis, bonne continuation. À bientôt la team Pinchasa. Bye bye. Ciao. La régie, bye bye. Ciao. Bye. Deron Mulumbu, 28 ans. Jeune entrepreneur et créateur de la première tablette Made in Africa. Ma grande fierté. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Dans la vie, il faut savoir se battre et défendre ses idées. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais jamais j'aurais cru que j'en serais venu au mai. Ah, mais le gars, c'est pas parce que tu viens de tu peux me gifler comme ça. Ah ben là, tu ne veux pas aller en Europe. Ah, on reste ici parce que tu sais quoi? En Europe, quand tu ouvres les robinets, c'est pas de l'eau qui coule. C'est du miel. Ah bon? En Europe, dans les arbres, c'est pas des feuilles qui poussent de l'argent, ça tombe par terre, les gens ramassent ça. Ils vont faire les courses avec au supermarché. Ah bon? Mais oui, en Europe, Hein? Les habits, ça pousse dans les champs, comme des jeunes carottes confisquées. Les gens ramassent ça, les habits, les t-shirts, ils mettent ça directement. Ils ramassent les pantalons, ils mettent ça directement. Ils ramassent les chaussures, ils mettent ça directement. Ils repartent saper comme un sapeur congolais. Ah bon? La sape. C'est ça l'Europe. Ah bon? C'est ça l'Europe. Regarde. Regarde, lui là. Je suis sûr, c'est un bengue, c'est en Europe. Viens là, viens ici toi aussi, l'Européen.
Ce gars-là vient d'Occident, c'est un béniste. Non, je ne suis pas un Européen. Comment ça, tu n'es pas un Européen? Comment tu aurais pu avoir ça alors? Je suis Congolais, c'est moi qui ai créé cette tablette. Oh, Congolais, tu as créé ça? Les lézards mangent des crocodiles, hein? Déjà, ce gars-là représente l'Africain que je déteste. Celui qui pense que rien n'est possible en Afrique. Et de 2, il me parle mal. Ah, mais ce gars est fou! C'est pas parce que tu es occidental que tu peux me frapper comme ça, parce que tu viens de l'Occident! Et à chaque idée reçue que cet homme a sorti de sa bouche, je l'ai giflé. Ah, le gars est malade! À chaque fois que tu sortiras une bêtise, je te giflerai. Une bêtise? On sait très bien que ce sont les blancs, les occidentaux qui font ça, pas les noirs! Ce gars veut se travailler. Le gars veut me travailler, il veut se battre. Il veut se battre avec moi. Il veut se battre avec moi.